Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Très honoré de partager avec vous cette expérience de classe renversée. Ce n'est pas la thématique de mon intervention, mais comme j'ai prévu de partager mon expérience, donc une expérience de praticien, je vais prendre des exemples que j'utilise en classe, vous allez le voir, en présentiel, mais aussi en distanciel, et puis comment on peut imaginer en, en complétant les deux approches de travailler sur l'hybridation. Donc l'hybridation, vous le verrez tout au long de mon exposé, ce n'est pas la transposition d'un cours à distance. Donc ce que j'entends moi par hybridation, ça ne veut pas dire le cours qui est fait en classe, comment le faire à distance. Ça, c'est ce qu'on appelle une transposition. On peut appeler ça aussi une réplication. L'hybridation, c'est vraiment la complémentarité de deux choses différentes qui s'entendent. Donc, comment l'interaction avec les élèves dans la classe peut être complémentaire de ce qui est à distance. Voilà, et puis et inversement, bien sûr. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé cette présentation « Ma classe renversée, bientôt hybride ». Vous allez voir que l'hybridation dont je vais vous parler, je suis en train de la construire, mais pas à partir de rien, à partir de mon expérience aujourd'hui d'enseignant en classe, innovant, c'est vous qui en jugerez, mais aussi du passage en distanciel. Donc, cette classe, mes 3-4 premières illustrations, et vous le voyez, sont des dessins originaux hein, qui ont été faits par mon collègue et ami Charles Hénin. On les travaille ensemble. Cette première illustration, ce premier dessin, va juste vous expliquer en quelques mots qu'est-ce que cette classe renversée. En fait, on l'appelle renversée parce que elle va plus loin qu'une classe inversée, c'est-à-dire que je ne demande pas aux élèves de préparer le cours chez eux et puis ensuite de faire des devoirs en classe. Donc, je ne donne aucun document. Ça ne veut pas dire que vous devez faire la même chose que moi, c'est bien évident, mais vous pouvez peut-être, vous le verrez, être inspiré par certaines de mes approches ou certains des exercices que je propose aux étudiants. Donc, ça s'appelle une classe renversée parce que les étudiants vont jouer un rôle différent du prof et inversement. Et donc, il n'y a pas de documents qui sont distribués aux élèves. Donc, c'est une classe qui est collaborative. Et plutôt que de retenir le côté renversé, dans mon expérience, retenez le côté collaboratif. Parce qu'il y a plein de façons différentes de faire collaborer les élèves entre eux. On n'est pas obligé de faire des classes renversées. Donc, dans ma pédagogie, les étudiants sont regroupés par équipe et ils vont construire des choses. Donc, ils vont participer, on pourrait dire, à une construction du savoir, mais peut-être ça serait plus correct de dire à construire leur propre savoir de manière un peu différente que s'ils ils écoutaient juste le prof leur transmettre l'enseignement, je dirais de manière descendante, transmissif. Donc mes étudiants vont co-construire le cours. C'est pour ça qu'on dit parfois que ma méthode est co-élaborative ou socio-constructiviste. Il faut co-construire le cours. Si vous n'osez pas le faire en cours, vous le faites sans doute déjà dans des travaux dirigés ou certains types de travaux que vous donnez à vos élèves. Ces étudiants travaillent en équipe. Et là, c'est important de noter que moi, je ne laisse pas les étudiants se mettre n'importe comment par équipe, surtout pas par affinité. Donc, j'organise un peu une sorte de casting, c'est-à-dire que ce sont des équipes de 6 élèves, et dans chaque équipe, il y a des étudiants qui ont des niveaux faibles, d'autres qui ont des niveaux moyens, et des étudiants qui ont des très bons niveaux scolaires. Donc, je ne catégorise pas mes élèves en disant qu'il y a des bons, des moyens et des mauvais, mais je regarde un peu leur niveau, leur performance, pour repérer les étudiants adaptés, je dirais, à l'enseignement, puis en tout cas ceux qui le sont un peu moins. Donc, c'est des équipes de 6 parce qu'en présentiel, c'est un chiffre qui fonctionne très bien. Vous verrez, en distanciel, j'ai changé. En distanciel, je réduis le nombre. En distanciel, sur certains travaux, je permets aux élèves de travailler par 6, tandis que dans d'autres types d'interactions, je les mets par 2 ou par 3. Donc, le nombre est important et la composition du groupe est importante. Alors, toujours en classe, hein, on n'est pas encore passé en distanciel, toujours dans ma classe, et ça, je fais ça depuis 7 à 8 ans. Donc moi, en fait, j'enseigne depuis 30 ans, plus de 30 ans à l'université, mais je ne réalise ces expériences que depuis 8 ans. Mes étudiants vont utiliser du graphisme. Donc, on utilise des tableaux en Velleda. Vous allez le voir juste après, il y a des tableaux sur roulette, des tableaux fixes. Au début, quand je n'avais pas ces tableaux, j'utilisais des grandes feuilles de paperboard en papier. Pas besoin d'avoir un chevalet, hein.
On distribuait des feuilles, on les mettait sur les tables et puis on utilisait bien sûr des ordinateurs pour écrire, travailler et puis chaque élève est libre d'utiliser son propre matériel, téléphone, tablette, ouvrage, ils peuvent aussi écrire, enfin tout est permis. Chaque étudiant a sa propre façon de travailler. Il vient avec ses propres outils. Donc ici, par exemple, vous voyez que comme mes étudiants construisent le cours par eux-mêmes, eh bien, ils vont construire le plan du chapitre. Donc si j'enseigne la génétique, donc si par exemple le chapitre s'appelle les mutations, ou un autre chapitre la transcription, ou un troisième chapitre les réparations de l'ADN, je ne leur donne que les titres des chapitres. Et ils vont pouvoir construire des plans et remplir ces chapitres en les écrivant par eux-mêmes. Donc, dans la classe renversée, les élèves construisent le cours et le prof, donc moi-même, je deviens l'élève. Alors, c'est caricaturé, hein, tel que je le dis, parce que dans la réalité, il y a toute une organisation, mais le principe, c'est celui-ci. La meilleure façon d'apprendre, c'est d'enseigner. Donc, je dis à mes élèves, enseignez-moi la génétique. Alors, ils sont connectés, ils ont accès à de l'information, je leur apprends le tri et le discernement, et puis toutes les informations qu'ils mettent dans le cours sont référencées, un peu comme un travail de chercheur. Ça, par exemple, juste en aparté, les élèves qui ont des très bonnes notes, qui sont des majors de promo et qui ont l'habitude de prendre des notes, d'apprendre par cœur, de réciter, je caricature aussi, ceux-là n'aiment pas du tout ce genre de travail. Il y a à peu près 10 à 15% de résistance à l'innovation pédagogique parce que ces élèves sont tellement habitués aux cours transmissifs que hors de question pour eux d'aller construire le cours par eux-mêmes, voire même d'y mettre des références bibliographiques. Alors, les étudiants vont coécrire. Donc, ils sont en classe, mais on utilise l'informatique. Donc, on utilise des documents Google Docs. On n'est pas obligé d'utiliser Google, hein, mais moi, j'utilise ces documents-là. Des documents partagés, des documents collaboratifs. C'est-à-dire que lorsqu'une équipe écrit un chapitre, les autres équipes ont accès en direct à ce chapitre. Et si une partie du chapitre qui est écrit par une équipe n'est pas comprise par une autre, l'équipe qui ne comprend pas ce qui est écrit par une autre va surligner en jaune. Donc, le deal avec les étudiants, c'est le suivant. Vous devez écrire des chapitres qui ont une certaine taille. Je leur impose le nombre d'illustrations, enfin, je leur donne un canevas. Et tout ce que vous écrivez dans ces chapitres doit être de niveau licence 3. Donc, mes étudiants sont en troisième année de licence et doit être compréhensible par l'ensemble de la classe. Et moi, devenu l'élève, je peux poser des questions. Quand on est passé au distanciel, et vous allez voir, ça va arriver dans quelques slides, quand on est passé en distanciel, cette partie-là ne m'a posé aucun problème, puisque déjà en classe, on utilisait le document collaboratif avec les ordinateurs. Quand on est passé en distanciel, on a continué à utiliser les mêmes outils. Par contre, pour des exercices tels que vous voyez ici sous vos yeux, j'en ai pris un par exemple. J'ai à peu près une quinzaine d'exercices différents, enfin au moins. Cet exercice-là, ça s'appelle les tableaux tournants. C'est un exercice très performant. Je vous le conseille, hein, et si vous êtes intéressé, à la fin de ma conférence, je vous donnerai des liens. Vous pourrez aller voir un peu ces méthodologies et je peux même vous les envoyer par mail si vous avez envie non pas de les reproduire, mais de les détourner à votre usage. Cet exercice-là, ben, il ne fonctionne pas si bien que ça à distance. Il fonctionne très bien en présentiel. Je propose à mes étudiants de répondre à des questions. Donc, ils sont en train de construire le cours. Moi, je leur pose des questions en leur disant, voilà, cette partie-là, je n'ai pas bien compris. Donc, exemple, quand vous avez décrit la réplication de l'ADN, pour moi, ce n'est pas très clair. Donc, j'aimerais bien que vous soyez plus clair. Donc, je leur pose la même question. Ils sont sur des tableaux et ils sont par équipe. Ils vont commencer à rédiger des schémas, des dessins. Et toutes les 3 minutes, je les fais passer d'un tableau à l'autre et ils continuent à faire le même travail, mais en complétant ce qui a été fait par un autre groupe. Par exemple, le groupe numéro 1 commence à choisir des schémas, des illustrations, et au bout de 3-4 minutes, il va passer sur le tableau numéro 2, et c'est l'équipe numéro 3 qui passe sur le 1, et ainsi de suite. Et donc ça permet d'enrichir les travaux d'équipe en équipe. Et quand un exercice comme ça dure un quart d'heure et que je leur pose la question en termes de compréhension, je peux vous dire que la très grande majorité des élèves ont compris ce qu'ils ont travaillé parce qu'ils sont passés par équipe d'un tableau à l'autre. Et je dirais, le travail pour compléter ce qui a été construit par une autre équipe, ben, ça les oblige à être attentifs. Ils ne peuvent pas utiliser leur téléphone pour d'autres choses, ils ne peuvent pas être trop distraits parce que sinon, vous ne pouvez pas passer d'un tableau à l'autre.
Voilà, et dernière chose pour résumer cette classe, les élèves construisent le cours, mais en même temps, ils construisent les examens. Donc, dans la classe renversée, les étudiants sont devenus les professeurs, donc ils vont écrire les questions, monter des barèmes, et donc on va produire à peu près dans l'année une soixantaine, 70, 75 questions différentes, des questions de taille différentes, des questions de cours, des questions de synthèse, et l'enseignant va devoir répondre aux questions. Donc évidemment, ces questions sont focalisées sur le cours, mais moi, je joue le rôle de l'élève. Donc quand une question est bien construite, je réponds correctement. Quand une question est mal construite, eh bien, je leur dis que j'ai des difficultés à répondre, ou je peux même répondre en commettant des erreurs. Et comme ils doivent me corriger, eh bien, ils sont obligés de travailler, je dirais, de travailler soit avant la question ou après. Pour résumer, je vais vous le dire différemment, des étudiants qui ont construit de bonnes questions avec un travail relativement bien fait, auquel je réponds correctement, eh ben, ils peuvent me mettre une bonne note et il n'y a plus de travail à faire. Tandis que des élèves qui auraient juste demandé à quoi sert l'ADN, sans se fouler, on va dire, et auquel je répondrai je ne sais pas, ou alors en répondant que l'ADN, finalement, c'est une molécule qui contient du désoxyribose, donc contenant du sucre, c'est une molécule énergétique, eh bien, ils peuvent me mettre une mauvaise note, mais ils doivent me donner le corrigé. Donc, ils comprennent très vite que plus je réponds correctement à des questions, plus cela veut dire que l'effort qu'ils ont fait pour la rédaction a été bon. D'ailleurs, si vous leur demandez à mes élèves, est-ce que c'est facile d'interroger un prof, ils vous diront non, non, pas du tout. Il faut connaître le cours, il faut être capable de construire des questions, et après, il faut être capable de corriger la copie du prof. Voilà, donc tout ça, ça s'est passé en présentiel, et puis est arrivé chez vous comme chez moi, cette pandémie au coronavirus, qui d'ailleurs, de manière amusante, était l'un de mes chapitres. Donc le coronavirus, je l'enseignais déjà depuis 7 à 8 ans, peut-être plus, même ça fait plus de 10 ans qu'il y avait un chapitre sur les coronaviridés dans mon cours. Et quand le virus est apparu comme ça sur la Terre, beaucoup de gens ont cru qu'il avait été inventé et qu'il venait de nulle part. Or, c'est un virus qui est connu depuis très longtemps. Ce qui n'était pas attendu, c'est qu'il empêche un peu les enseignants, entre autres, de travailler de la même manière. Donc la première année, et j'ai vécu comme vous au mois de mars-avril 2020, donc c'était l'année dernière, j'ai dû travailler avec mes élèves confinés. Sauf que mon cours était déjà avancé depuis 2 tiers, les 2 tiers du cours. C'est-à-dire que j'ai été confiné avec mes élèves, mais j'avais déjà travaillé sur les 2 tiers. Donc le confinement, avec les outils que je vous ai présentés, les ordinateurs, les tablettes, les documents partagés, les étudiants allant sur Internet pour aller chercher des informations pour co-construire le cours, les équipes étant déjà formées, j'ai pas eu trop de difficultés par rapport à d'autres collègues qui faisaient 100% de cours transmissifs en présentiel, qui eux sont passés du jour au lendemain en distanciel. Et là, ça a été la très grosse difficulté pour une majorité d'entre eux qui ont choisi de faire à distance le même cours qu'en classe. C'est ce que moi j'ai appelé de manière humoristique il y a peu de temps la classe Amazon. C'est-à-dire qu'on vous livre à la maison le même cours que si vous aviez été au magasin pour le chercher. Autrement dit, répliquer de la même manière un cours en présentiel et de le faire à distanciel, eh bien on s'est vite rendu compte, et c'est assez unanime chez les enseignants, que d'une part, ça dégrade la qualité de l'enseignement. Donc, si vous décidez de passer en présentiel, de le passer en distanciel, pardon, de la même manière, vous dégradez la qualité. Les bons élèves sont habitués au début, mais ils finissent par se lasser. Et puis, au fur et à mesure, vous allez créer une plus grande différence, ce qu'on a appelé une fracture, entre les élèves les moins bons et les élèves les meilleurs. Et donc, vous perdez beaucoup d'étudiants. Donc moi, ce que j'ai fait, et ce que vous voyez ici, c'est la situation dans laquelle on s'est trouvé. Euh, le dessin qui est sous les yeux, que vous avez sous les yeux, ça peut à la fois représenter un élève qui d'un seul coup se trouve en difficulté à distance, parce que vous avez beau lui donner des liens, eh bien, pour lui, c'est compliqué de se connecter. Sans compter que si dans la famille, les parents sont en télétravail, les frères et sœurs font de la classe à distance, quelle est la qualité de la bande passante. Vous avez des élèves qui ont des difficultés de connexion, d'autres qui ont des outils informatiques désuets, et puis ça peut être aussi l'enseignant.
Donc, le personnage que vous avez sous les yeux, ça a aussi été l'attitude de certains enseignants qui, d'un seul coup, se sont retrouvés face à des écrans noirs, face à des micros qui étaient plus ou moins allumés ou fermés. Et donc, comment faire à distance? Les, les enseignants, donc moi je l'ai vécu assez facilement, on va dire, puisque je suis avec ma femme et mes enfants sont déjà très grands, donc ils ne vivent plus à la maison. Par contre, dans un environnement domestique, installer un lieu de travail, un moment de concentration, ça a été assez difficile. À l'université, dans l'enseignement supérieur, les cours peuvent être un peu plus espacés. On travaille sur des semestres. Donc, pour moi, passer d'un cours à l'autre, ça me permettait aussi d'avoir des moments de pause ou de préparer des séquences. Alors que j'ai des collègues qui enseignent en lycée, collège, qui ont des 18 heures de face à face, qui ont plusieurs classes en responsabilité, ben, c'est très difficile de leur dire inspirez-vous de ce que fait un prof de fac et faites-le au lycée ou au collège. Et avec la difficulté supplémentaire que si vous préparez vos élèves à un diplôme national, eh bien, il faut les préparer d'une certaine manière. Tandis que moi, je les préparais à un diplôme de l'université pour lequel, et vous allez le voir tout à l'heure, j'avais quand même une certaine mainmise sur la façon de leur poser des questions. Donc, il y a quand même des contextes qui sont différents. Le copier-coller en termes d'innovation pédagogique est à déconseiller. Enfin, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce qui fonctionne bien, c'est l'inspiration. Écouter des profs qui innovent à distance et en présentiel, regardez un peu ce qu'ils font et ne vous dites pas ah ben non, moi je ne peux pas faire ça, c'est impossible dans ma situation. Si vous vous dites ce n'est pas possible, c'est un peu ce qu'on appelle le yes but, le oui mais. Oui, ça a l'air intéressant d'enseigner de cette manière-là, mais moi je ne peux pas le faire. Ce qu'il faut faire, c'est passer du oui mais au oui et. Donc oui, cela a l'air intéressant et donc peut-être que je peux m'inspirer de cet exemple ou de cette pratique pour transformer un peu ma pratique. Alors, en distanciel, quand j'ai commencé à transférer mes cours en distanciel, alors que j'avais fini le présentiel, la première chose que j'ai repérée, et tout le monde a repéré ça, c'est la gestion du temps. Donc la gestion du temps n'est pas du tout la même. En présentiel, moi, je faisais des cours de 2 heures. 2 heures, il n'y avait pas de pause. Les étudiants pouvaient rentrer, sortir de la pièce, travailler en équipe. Il y avait des moments où on était en plénière, mais il y avait un certain dynamisme. Toutes les 20 minutes, les 25 minutes, on avait des séquences différentes. Donc, ce n'était pas 2 heures de cours. Donc, il y avait un dynamisme pendant 2 heures que je n'ai pas pu mettre, je dirais, à distance, puisqu'à distance, j'avais toujours 2 heures, mais là, j'ai fait des pauses. Donc, on a fait des pauses de 10 minutes entre les 2 heures. Et puis, chaque heure, qui était réduite à 45 minutes à 50 minutes, on a découpé en séquences. Donc, la gestion du temps est différente. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enseignants qui ont arrêté de faire des cours d'1 heure à distance parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils perdaient leur temps et c'était beaucoup plus efficace de les réduire à 30, 35 ou 40 minutes, voire 2 fois 20 ou 25 minutes. Et donc, en découpant, en travaillant le temps différemment, eh bien, c'était plus efficace. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que le temps d'attention maximal d'un élève en classe, c'est 20 à 25 minutes, 20 minutes, tandis que le temps d'attention maximal d'un élève à distance, ça peut être réduit à 3, 4 ou 5 minutes. Donc, vous ne pouvez pas envoyer des séquences comme ça du même temps. Une autre chose qui était importante pour moi, et j'espère que ça l'est pour vous aussi, c'est que moi, l'un des objectifs de mon innovation pédagogique, ce n'était pas seulement que les élèves aient un bon niveau en génétique, c'était qu'ils soient capables de collaborer, de coélaborer, de participer, c'est-à-dire de favoriser les échanges entre eux et même des échanges entre des élèves dominant bien le cours avec des élèves ayant des difficultés en génétique. Donc pour cela, le travail en équipe que j'avais en classe, et là vous les voyez en classe, je l'ai reproduit à distance. Donc la première fois, ils communiquaient entre eux par SMS, WhatsApp. On utilisait aussi des temps de plénière. Et puis avec les plateformes qu'on a commencé à utiliser, Teams, Zoom et autres, eh bien on a pu mettre des élèves en groupe, en sous-groupe. Donc moi, quand je leur demandais de travailler en production, eh bien, les élèves étaient en sous-groupe attitrés, donc l'équipe 1, chapitre 1, par exemple, l'équipe 2, chapitre 2. Et quand je leur posais des questions de manière plus précise et plus courte, eh bien, je les mélangeais. Donc, il m'arrivait d'utiliser à la fois des groupes déjà établis, et donc avec le casting dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi des groupes au hasard.
Et d'ailleurs, les groupes au hasard, souvent, je faisais des groupes de 3 à 4 élèves. Je leur laissais 5-6 minutes, pas plus. Donc, je leur posais une question. Par exemple, que savez-vous de l'ADN télomérase? À votre avis, à quoi sert cette enzyme? Et je les envoyais en groupe. Ils avaient 3 à 4 minutes pour échanger. Et ensuite, je les ramenais en plénière. Et là, on travaillait ensemble. Et Oui, et toi? c'est une méthode que j'ai appelée l'imprégnation. C'est-à-dire que avant de démarrer une explication, j'imprègne mes élèves du sujet. Et ça, je le faisais déjà en classe. Par exemple, quand j'expliquais le fonctionnement d'une enzyme à toute la classe, je n'écrivais pas au tableau petit 1 l'ADN ligase. Je leur disais, voilà, vous êtes en équipe, je vous donne 3 à 4 minutes et vous êtes libre. Et 3 à 4 minutes, réfléchissez entre vous et notez sur une feuille ou sur la plateforme tout ce que vous pouvez me dire sur la ligase, sa structure, sa fonction, à quel endroit on la trouve, ce qu'elle fait. Et donc, je l'ai laissé travailler 3-4 minutes, ce que je fais à distance aussi. Ça marche bien à distance et en présentiel. Et au bout de 3 minutes, je les arrête et je leur dis stop. Mais monsieur, les réactions des élèves étaient mais monsieur, on n'a pas terminé, vous aviez dit 5 à 6 minutes, ça fait que 3 minutes. Je leur dis c'est pas grave, vous êtes tous imprégnés du sujet, je vais vous l'expliquer en 10 minutes. Et moi, je vais au tableau, ou alors quand je suis à distance, j'utilise un PowerPoint ou un schéma, et je leur dis voilà l'enzyme. Je vais vous expliquer Salut, sa structure, ça va et toi? son fonctionnement, et à ce moment-là, les Ouais, étudiants ouais. étant imprégnés, je pense qu'il y a des gens qui ont le micro allumé, ce qui fait qu'on les entend, et c'est difficile pour moi de me concentrer. Donc les élèves sont imprégnés du sujet, et je peux vous dire que quand vous commencez à leur dire je vais vous l'expliquer en 5 minutes ou en 10 minutes, et qu'ils étaient dans le sujet, eh bien leur cerveau est mobilisé par le sujet. Ce que je fais maintenant à distance, vous l'avez ici sous les yeux, même si je l'ai tenté une année en présentiel, ça n'avait pas vraiment marché, mais à distance, ça marche super bien. C'est je leur demande de choisir, donc ils votent. J'utilise Moodle, donc la plateforme Moodle. Je leur demande de choisir les sujets qu'on va traiter. Par exemple, je leur dis, est-ce qu'il y a des points du cours qui vous posent des difficultés? Et donc, il y a une liste de sujets qui apparaît sur la plateforme Moodle, et ils vont voter. Donc, ils vont voter, et moi, si j'ai cours, par exemple, le mercredi matin, eh bien, le mardi soir, la veille, je regarde les 3 ou 4 sujets qui ont le plus de voix, et je vais focaliser mon interaction avec les élèves sur les sujets qui ont le plus de voix. C'est intéressant parce que ça mobilise les élèves. Ils choisissent, ils ont une part de choix dans ce qui sera évoqué en cours. Et en même temps, j'observe que pendant le cours, et je leur pose la question, je vais vous montrer tout à l'heure, enfin dans très peu de temps, comment j'évalue les séances. Je leur pose la question, est-ce que vous êtes satisfait du cours qui a eu lieu, que ce soit en présentiel ou en distanciel? Eh bien, l'une de leurs satisfactions est de dire, eh bien, il y a une grande partie du cours qui a été focalisée sur des points de chapitre qui nous posaient problème. Et donc, les points des chapitres qui ne posent pas de problème ont très peu de voix, et donc on passe beaucoup moins de temps à les balayer ensemble. Donc, dans ma classe, qu'elle soit en distance ou en présentiel, à distance ou en présentiel, il y a beaucoup de séquences collaboratives. Les élèves sont en groupe, des groupes imposés, des groupes aléatoires. Quelquefois, je leur permets de se mettre par 2 ou par 3. Il y a des exercices où les élèves se mettent en binôme ou en trinôme, et ils répondent à des questions plus courtes. Mais il y a aussi du présentiel en plénière, c'est-à-dire que l'innovation pédagogique que je propose à mes élèves, je ne leur impose pas à 100% la méthode. C'est-à-dire que si à un moment donné, ils ont des très grosses difficultés de compréhension, eh bien la classe renversée redevient normale, et pas plus d'un quart d'heure. Pourquoi pas plus d'un quart d'heure? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le temps maximal d'attention. Donc je peux reprendre mon rôle de prof, ma posture d'enseignant classique, et réexpliquer des choses aux élèves. Ce que je faisais en classe. Donc à ce moment-là, je leur demandais d'être tous et toutes attentifs. Je leur disais, voilà, pendant 15 minutes, je redeviens le prof normal, je vais au tableau, et je vais vous expliquer ce mécanisme-là que vous n'êtes pas capable, entre guillemets, de comprendre par vous-même. Et donc là, je peux vous assurer que j'ai une classe de 60 élèves. Enfin, souvent, j'ai 50 étudiants dans ma classe.
Cette année, à distance, j'en avais 64. Donc, ce n'est pas une classe de 20 ou 30, c'est une classe de 50 à 60 élèves. Eh bien, ils sont 100% attentifs. Et quand je dis 100%, ça peut être 95 ou 98. Ce chiffre-là, il vient pas de ma tête, je dirais de manière intuitive. Je travaille avec une doctorante, donc en recherche, en sciences de l'éducation. Il y a une doctorante qui travaille avec moi, qui est dans ma classe avec moi, et qui observe les élèves, qui leur pose des questions. Et quand je fais ces séquences de plénière, elle me dit, sur 60 élèves, j'en ai repéré que 2 ou 3 qui étaient inattentifs parce qu'ils ont fait autre chose, mais leur inattention n'a duré que 1 ou 2 minutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont arrêté d'envoyer un message avec leur téléphone ou d'être distraits par la fenêtre, eh bien, ils se reconnectent au cours. Donc ça, c'était en présentiel. Par contre, en distanciel, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait en distanciel. J'ai utilisé une webcam. Donc, je l'ai ici. Donc, normalement, je pense que vous voyez mon visage. Si vous ne le voyez pas, vous allez imaginer, voilà, une petite webcam. Il n'y a pas de logiciel, donc ça coûte quelques dizaines d'euros, c'est pas cher du tout, et ça se branche juste avec un câble USB. Donc il n'y a pas de logiciel. Vous prenez cette webcam mobile, c'est ce que j'ai fait. J'ai été inspiré par l'un de mes collègues qui l'utilisait en dessin. Je la branche sur mon ordinateur, voilà, vous l'avez ici. Je la branche sur mon ordinateur avec, je ferme, avec une feuille de papier. Donc ça, c'est un exemple que je fais à distance. Une feuille de papier, un stylo, et puis cette webcam. J'ai perfectionné le système maintenant. J'utilise une tablette, ce qui me permet aussi d'enregistrer et de travailler en numérique. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis en train d'expliquer aux élèves comment fonctionne une molécule d'ADN. Donc, je ne vais pas vous faire toute l'explication. Vous voyez, ils suivent mon stylo. Donc, je leur explique un peu la transcription d'un gène. J'accélère un petit peu, je vous montre, j'y mets des annotations. Et c'est une séquence qui dure un quart d'heure. Donc, pendant un quart d'heure, je leur fais une explication. En leur posant la question, ils m'ont dit, monsieur, quand vous faites ça, à distance, on est beaucoup plus attentif que quand vous êtes au tableau. Parce que quand vous êtes au tableau, on est distrait par la classe, alors que quand on est sur l'écran, eh bien, on suit votre crayon, on écoute votre voix. Donc, vous le voyez tout en haut ici, et vous me voyez ici, hein, j'avais le même pull d'ailleurs par hasard ce jour-là. Vous voyez que je suis en train de leur parler, je dessine, je peux utiliser des crayons, je peux utiliser aussi des marqueurs. Voilà, vous l'avez ici, je peux l'utiliser comme je veux. Et ces petites séquences en webcam, je les enregistre. C'est-à-dire que je n'enregistre pas mes cours, mais je leur propose de les enregistrer. Et ça leur plaît. Donc, quand je fais un cours de 2 heures en direct, j'ai des petites séquences de 15-20 minutes qui sont enregistrées. Et donc, si vous imaginez les élèves rentrant chez eux, donc un élève rentrant chez lui peut réauditionner ces petites capsules de 15 à 20 minutes. Ça permet aussi à des élèves qui ont raté le cours ou qui l'ont séché, eh bien, de récupérer la séance d'explication. Maintenant, ce que je peux vous dire, parce que j'ai échangé avec mes étudiants, un étudiant qui a suivi le cours en direct, quand il rentre chez lui et qu'il a la capsule, avec le curseur, il n'est pas obligé de tout réécouter. Il peut aller vers les endroits où il a le moins compris, on va dire les choses, et c'est très efficace. Par contre, un élève qui n'est pas venu en cours et qui se dit le cours est enregistré, je vais pouvoir tout réauditionner chez moi, là, il se leurre, hein, parce qu'il le fera 1 ou 2 fois, mais au bout de la 6e ou 7e vision, il arrêtera. Donc, c'est vraiment complémentaire, hein. Les séquences vidéo sont hyper efficaces à la maison si elles ont été vécues pour certaines en direct en classe. Voilà. Donc, dans ma classe renversée, on a aussi des séquences où les élèves vont au tableau. Et là, pour maintenir l'attention, parce que vous le savez, hein, quand on envoie des élèves au tableau, ils peuvent être plus ou moins bons, mais les autres dans la classe n'écoutent pas ou très peu. Et donc, moi, j'ai créé des exercices que j'ai appelés karaoké, ping-pong, battle, enfin, j'ai toute une gamme d'exercices. Certains fonctionnent aussi bien en présentiel qu'en distanciel, et d'autres non, beaucoup moins, ou alors je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Ici, par exemple, vous avez un exercice que j'ai appelé le tableau muet ou le PowerPoint muet. Donc là, sur le dessin, ce sont des mathématiques, des stats et autres, mais moi, je fais la même chose avec de la génétique, des formules chimiques, par exemple. Donc, on projette sur l'écran un schéma et il n'y a aucune explication. Le prof ne dit rien. Ça peut se faire aussi bien à distance
qu'en présentiel. Et les élèves doivent en équipe réfléchir à ce qu'ils voient, c'est muet, et poser des questions. Alors vous avez plusieurs variantes, hein. Ils peuvent poser des questions ou alors ils peuvent lever le doigt et dire nous, voilà ce que l'on a compris. Donc je peux leur demander deux choses. Quelles questions avez-vous sur ce schéma? Ou alors, est-ce qu'en 2 minutes, vous êtes capable de me dire de quoi il parle? pour en parler avant. Voilà. Il y a encore une personne qui a son micro allumé, donc ça serait Je bien suis qu'elle. dispo aujourd'hui, demain Voilà. matin, Donc la personne qui est dispo par aujourd'hui et demain exemple, matin, ça serait. Je, comme tu veux. je ne sais pas si elle nous entend, mais bon, en tout cas, elle est enregistrée. Je n'arrive pas à couper le micro d'où je suis. Un autre exercice que vous avez ici, ça s'appelle l'éclipse. Donc l'éclipse, c'est intéressant. Vous avez des élèves qui produisent des schémas importants où vous n'avez pas le temps d'expliquer l'ensemble de la démonstration. Donc vous allez focaliser sur un endroit. Donc tout à fait. Par exemple, un schéma représente la structure d'une enzyme et son fonctionnement. Il y a un moment donné, il y a une autre enzyme qui intervient. On va focaliser sur une partie du schéma. Et en général, on focalise sur la partie la plus compliquée. Donc je vais leur dire, par On peut le exemple, voir ensemble avant, voilà. Je ne sais pas si la personne bien qui sûr. parle, qui est au téléphone, a capté qu'on l'entend, que tout le monde l'entend. Donc, vous voyez sur ce schéma, vous pouvez montrer à un endroit donné la partie du schéma et dire aux élèves, on va se focaliser uniquement sur cette partie. Un autre exercice qui marche super bien, ça s'appelle trouver l'erreur. Alors ça, c'est hyper performant. Je dis aux élèves en classe, et je peux le faire à distance, je vais vous donner une explication de 5 minutes, et pendant cette explication de 5 minutes, je vais Je introduire suis une erreur au sciemment. lycée demain Et cette après. erreur, vous n'aurez pas la réponse. Ça veut dire que je vous donne une explication, charge à vous de trouver l'erreur, et je ne leur donne pas la solution. Donc les étudiants vont travailler entre eux, et quand l'un d'entre eux a repéré l'erreur dans la démonstration, eh bien, il va partager avec les autres. Quand vous faites un exercice comme ça, trouver l'erreur, ou vous dites aux étudiants, il y a une erreur qui s'est introduite dans la présentation, je peux vous dire que vous avez une attention maximale. Un autre exercice qui marche en classe mais qui ne marche pas à distance, c'est le karaoké. Le karaoké, c'est on projette le travail d'un groupe. Donc le groupe 1 projette sa diapo et c'est un élève pris au hasard dans un autre groupe qui va la décrire. Donc là, je n'ai pas trop le temps de vous expliquer la méthode dans le détail, mais c'est une méthode qui marche très bien à distance, mais que j'ai jamais osé faire en distanciel parce que dans cette méthode, il faut gérer le groupe, il faut regarder les gens attentifs, il faut parfois changer le speaker, et ça, à distance, c'est très difficile à faire quand vous avez des rectangles noirs avec des noms devant vous. Et cette méthode-là aussi marche super bien en présentiel, mais pas du tout en distance. Ça s'appelle le ping-pong. Donc là, je prends 2 étudiants et ils sont à 2 pour faire une présentation. Donc la table de ping-pong, vous imaginez que c'est un schéma ou un PowerPoint, et les élèves n'ont qu'une phrase chacun permise. Autrement dit, un étudiant commence l'explication avec une phrase et c'est le suivant qui continue. Exemple, l'étudiant numéro 1 va dire à l'ensemble de la classe, sur cette représentation, vous voyez le mode d'infection d'une bactérie par un virus. Il s'arrête. L'étudiant numéro 2 continue. Le virus se fixe sur la bactérie par des récepteurs spécifiques, et il s'arrête. Et le premier étudiant reprend. Ces récepteurs spécifiques sont des récepteurs à sucre. Et donc, Donc, ça peut-être oblige peux-tu les me 2 dire, étudiants qui présentent à, à être attentifs l'un et l'autre, et ça oblige la classe à écouter en détail ce qui est présenté. Alors, ce que je faisais aussi le en micro. présentiel, c'est un questionnement inverse. Les élèves deviennent le prof et moi, je suis l'élève. Donc, vous voyez ici que mes étudiants me posent des questions en cours et je les traite en classe. Eh bien, ça, j'arrive très bien à le faire à distance, puisqu'il suffit d'ouvrir un forum. Donc, j'ai ouvert un forum dans Moodle. Les étudiants doivent poser des questions individuelles ou parfois des questions de groupe, et ils sont notés. Donc, dans l'évaluation, je vais noter la qualité de leurs questions. Donc, ils ont des points par rapport à la qualité de leurs questions, questions individuelles, questions de groupe. Et en même temps, moi, je vais répondre aux questions. Donc, les questions faciles, j'y réponds pas. Je leur dis, écoutez, ces questions sont tellement faciles, vous allez trouver la réponse à tel endroit. Par contre, les questions les plus complexes, je leur fais une démonstration.
Et puis les questions hyper pointues, parce que ça arrive qu'un élève pose une question hyper pointue, là je la traite en direct avec lui ou avec une annexe. Je n'embête pas toute la classe en passant du temps à répondre à une question hyper pointue si elle n'intéresse Tu que 2 peux à 3 aussi me des dire élèves. ce Alors, je vais qu'il terminer avec souhaiterait, l'évaluation. peut s'appeler. Et c'est ce que vous avez sous Moi, les pas yeux. de Donc, problème, l'évaluation, ce sont des notes sur 20. aujourd'hui, demain matin. Donc, on a des notes sur 20. Et ça, j'ai fait ça pendant 2-3 ans. Et puis, j'ai abandonné. J'ai abandonné la note sur 20 parce que j'ai trouvé qu'elle était un peu trop focalisée sur un DS ou une interro. Donc, par exemple, un élève, s'il n'était pas en forme ce jour-là, Bon début ou si d'après-midi. coup de chance, il tombait sur une question facile, sa note pouvait ne pas être représentative de son niveau. Donc, et en plus, un élève qui a une moyenne de 12, il sait qu'il lui faut beaucoup de notes pour monter sa moyenne à 13 ou 14. Et vous avez des élèves qui visent juste le 10 sur 20 et d'autres qui savent que passé 12 ou 13, ils ne pourront pas aller au-dessus. Donc, j'ai remplacé ça par des scores. Donc, un peu l'inspiration des bons points. Donc, c'est-à-dire que mes étudiants, je les paye, entre guillemets, non plus avec des notes sur 20, mais avec des scores. Ici, et j'utilise un fichier Excel. Ici, vous avez sous les yeux, représentés par la presqu'île de Manhattan, des buildings qui représentent en fait chacun d'entre eux un élève. Et plus l'élève a un score élevé, plus son immeuble est haut. Bien sûr, je ne leur projette pas des immeubles, ils capitalisent des points dans un fichier Excel. Je donne des points d'équipe. Donc, à chaque fois qu'une équipe a travaillé, donc quand une équipe produit un travail collectif, un travail en qualité, en quantité, quand ils respectent les livrables, les temps que je leur impartis, eh bien, ils marquent des points. Donc, les élèves, par exemple, peuvent obtenir 20 points, 30 points, 40 points, 50 points en travail collectif. Et je mets aussi des points individuels. Les points individuels, c'est un peu des bonus. Donc, un élève qui va au tableau, qui pose une question intéressante. En classe, un élève qui aide ou qui donne une explication à l'un de ses collègues, c'est des choses que je repère. Ça, par contre, je ne le repère pas en distanciel. Et donc, vous voyez ici sous le schéma, j'ai un fichier Excel. Donc, dans la première colonne, j'ai le nom de mes étudiants. Il y a des colonnes. Dans chacune des colonnes, vous repérez par exemple les présentiels. Donc, quand les élèves sont présents, ils marquent 2 points. Quand les élèves répondent à des sondages, quand leur question est intéressante, ils marquent des points. Et puis, quand ils produisent des éléments de chapitre, eh bien, ils marquent des points. Et donc, à la fin, dans la colonne de droite, vous avez les scores des élèves que je vais transformer en notes. Alors vous pourriez me dire, ça sert à quoi de faire des scores si après vous les transformez en notes? Eh bien, comme il n'y a pas de maximum dans les scores, un élève qui rentre dans ma classe et qui a par exemple un score de 60, ben, il peut sortir au bout de 2 heures avec 160. Donc il peut passer de 60 points à 160 points. Alors qu'un élève qui rentrait avec 80 points dans ma classe, donc vous vous dites il est meilleur que celui qui a 60, ben lui s'il ne travaille pas ou qu'il n'y a pas un travail d'équipe, il va sortir de ma classe avec 100 points. Donc comme il n'y a pas de maximum, à chaque séance de cours, on peut être payé de manière importante en fonction de la qualité qu'on produit. Donc il n'y a pas de maximum, ce qui fait que ça donne une motivation supplémentaire aux élèves. Et donc là, vous avez sous les yeux, et là, ce sont les chiffres réels, c'est la promo, donc ce sont mes 64 élèves de cette année. Vous repérez les 12 équipes. Donc cette année, j'avais 12 équipes de 6 élèves. Vous voyez, les scores sont différents. Alors vous pourriez vous dire pourquoi dans la même équipe, si je prends l'équipe 1 qui est ici à gauche, pourquoi dans la même équipe il y a des élèves à 110 points et d'autres à 77? Ben, ils ont fait la différence l'un et l'autre, peut-être par le présentiel, peut-être par une implication personnelle et pas par le travail collectif. Voilà. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous repérez des élèves qui ont des scores un peu plus faibles, où là, je vais être attentif pour rechercher un peu la cause de ces notes moins fortes. Alors, c'est une question qu'on me pose souvent et je me permets d'y répondre avant qu'elle arrive, mais on pourra la détailler dans le débat qui va suivre ma présentation. C'est bien beau de donner des scores ou des points d'équipe, mais comment vous repérez celles et ceux qu'on peut appeler les passagers clandestins? Et on le dit en toute bienveillance, le passager clandestin, c'est celui qui profite du travail de l'équipe pour avoir une bonne note. Et puis aussi, je dirais, comment on peut valoriser un peu plus le leader, celui qui pousse l'équipe vers le haut.
Parce que vous avez compris que dans un travail collectif, on demande aux élèves d'être solidaires et de travailler le mieux ensemble pour pouvoir avoir la note d'équipe la plus haute. Eh bien, pour repérer les passagers clandestins, j'ai utilisé un test en classe qu'on appelle le 180 degrés. Là non plus, je n'ai pas trop le temps de le détailler, en tout cas dans la présentation. On pourra y revenir juste après. C'est un test qui est inspiré de l'entreprise. Ce sont des tests qu'on utilise en management, en entrepreneuriat, et que j'ai adapté à mon système de cours. Donc, quand je le faisais en classe, je leur demandais de s'auto-évaluer et je leur demandais d'évaluer la perception qu'ils avaient du travail des autres par rapport à la leur. Donc, je ne leur demande pas d'évaluer les autres élèves dans le groupe, je leur demande d'évaluer la perception qu'ils ont. Je donne un exemple. Je leur donne des critères, des points de réflexion. Je leur dis, vous allez réfléchir sur, et donc ils ont des tableaux à remplir, la recherche de documents, l'écriture du chapitre, la recherche d'illustrations, la construction des questions, la communication dans le groupe. Donc, je leur donne des points, comme ça, des points d'interaction, et je leur demande, pour chacun d'entre eux, de s'auto-évaluer. Donc, de s'auto-évaluer de 0 à 5. Et pour chaque chiffre, il y a une attitude. Par exemple, 0, je ne sais pas. 5, je suis excellentissime. 4, je suis très bon. 3, je suis bon. Et donc, ils vont s'auto-évaluer par rapport à ces critères. Donc, un élève va réfléchir, quel score je vais me mettre sur recherche de documents, écriture du chapitre, construction des questions. Donc, ils écrivent leur propre score. Et ensuite, ils le découvrent parce que je ne leur dis pas au début, je vais leur demander quelle est la perception que vous avez du travail des autres. Donc, par exemple, et là, je ne leur demande plus d'utiliser les scores. Je leur dis, si vous avez l'impression qu'un élève dans le groupe, par exemple, pour la recherche de documents, il a fait le même boulot que vous mettez exactement le même score. Vous ne réfléchissez pas. Si vous avez l'impression qu'il travaille un petit peu plus, vous rajoutez 1. Si vous avez l'impression qu'il travaille un peu moins, vous baissez 1. Et donc, j'obtiens des histogrammes d'auto-évaluation. Ça, je n'ai pas pu le faire à distance parce que cette méthode, elle est très pratique en classe, mais elle est impossible à faire à distance. Et donc, à distance, j'ai utilisé, c'est d'actualité, l'inspiration du concours de l'Eurovision, c'est-à-dire les votes pondérés. Donc, on peut mettre 12 points, 10 points, je ne sais plus si ça se fait encore comme ça maintenant. Et donc, les élèves ont un pool de points qui vont répartir dans le groupe. Et là, vous voyez par exemple les auto-évaluations et les évaluations de mes 12 équipes. Ici, par exemple, dans l'équipe 2, c'est très clair, parce qu'après, je fais une moyenne. Je fais des moyennes, je ne leur donne pas les résultats, mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir leur avis. Vous voyez ici, par exemple, ce n'est pas possible que tout le monde ait le même score quand j'ai moyenné. Ça veut dire que dans cette équipe-là, il y a eu une concertation. Ils se sont tous concertés, les 5 élèves, en se disant, on se met les mêmes scores à chacun. En tout cas, ils n'ont plus l'excuse de venir me voir en disant, monsieur, nous, on n'est pas d'accord parce qu'un tel ou une telle ne travaille pas dans l'équipe, mais elle a la même note que nous. Parce que je leur dirais, attendez, regardez, quand vous faites l'auto-évaluation, vous êtes au même niveau. Ici, si vous regardez l'équipe qui est là, ce n'est pas tout à fait le même niveau, mais on voit bien que c'est une équipe où tout le monde travaille. Par contre, dans les autres équipes, et si je prends celle-ci, c'est très clair, on voit bien qu'il y a 2 élèves qui sont surnotés par les autres et vous avez 2 élèves qui sont sous-notés. Et ce que je fais, vous l'avez sous les yeux, c'est que je compare le résultat des évaluations par les élèves, évaluations par les pairs, à mes scores. Et donc, je peux bonifier, je peux regarder un petit peu si les passagers clandestins que j'avais repérés sont les mêmes que ceux que les élèves ont repérés entre eux. Je peux vous dire que ça match à 95%. Je vais vous le dire autrement. Tous les passagers clandestins, tous les élèves qui profitent du groupe et que j'ai repérés, le groupe les a repérés. Donc, tous les élèves, les 5 ou 6 élèves, souvent il y a 5 ou 6 élèves, mettons 10%, 5, 6 élèves sur 60, qui profitent du groupe, je les ai repérés et ils sont repérés par le groupe. Par contre, ce qui est intéressant, et vous le voyez ici, vous voyez l'élève qui est tout à fait à droite, donc le numéro 75, il est vraiment sous-coté par rapport aux autres, et moi, dans mon évaluation, il a à peu près la même note. Donc cette méthode, elle me permet aussi de repérer quelques élèves dont j'ai l'impression qu'ils contribuent au travail du groupe, mais effectivement, vu des autres, ils ne contribuent pas autant que ça. Voilà, donc les élèves préparent l'examen. Ça, c'est l'examen en présentiel. Donc depuis toujours, on fait des examens en présentiel.
Donc maintenant, les élèves sont connectés pendant les examens. Avant, je faisais des examens contrôle de connaissances sans document. Maintenant, je fais des examens avec les questions construites par les élèves et avec connexion. Et ça n'a pas marché à distance. Donc, j'ai eu une très grosse difficulté. Comment faire des examens en distanciel alors qu'on pouvait les surveiller en présentiel? Et ça a été le gros problème de beaucoup de mes collègues, puisque les étudiants sont chez eux et ils sont connectés. Donc, j'ai créé un examen, donc j'ai inventé un examen à distance qui empêche les étudiants de tricher. Et pourquoi il empêche les étudiants de tricher? Parce qu'ils n'ont pas le temps de tricher. Et je vous le montre en 2 dessins de manière très courte. Les étudiants sont connectés, donc l'épreuve dure 2 heures. Les étudiants sont connectés pendant 2 heures et ils vont avoir 2 heures pour répondre à 4 questions. 4 questions, puis après ils auront une demi-heure, 20 minutes pour relire leur copie. Donc, ce que je leur demande, c'est que je leur laisse quelques secondes. Donc, je leur dis, voilà, vous avez 5 secondes, 4 à 5 secondes, pour repérer le chiffre qui est en face de votre nom. Par exemple, vous voyez ici Charlotte, elle a le numéro 22, Mélodie le numéro 20, ici Mathis le numéro 24. Donc, c'est par groupe. Donc, ils repèrent vite leur nom. Et en 4-5 secondes, ils repèrent un chiffre. Et dans la diapo qui suit, arrive une série de questions. Et donc, si par exemple Mathilde avait la question 22, eh bien Mathilde, elle sait qu'elle a 20 minutes pour me dire qu'est-ce que la polyadénylation d'un ARN messager et à quoi ça sert. Tandis que Thomas, par exemple, qui a eu la question 18, comment se réplique un virus à ADN? Donnez un exemple. Alors, vous pourriez me dire, ils peuvent communiquer entre eux. Mais franchement, en 20 minutes, quand on découvre juste sa question, et qu'il faut le temps de se mémoriser les questions des autres et éventuellement repérer qu'un autre élève a la même question, est-ce que je vais l'appeler par téléphone, par SMS? Est-ce que c'est un copain, pas un copain? Est-ce qu'il va me répondre ou est-ce qu'il va me dire attends, j'ai pas le temps de t'aider parce que j'ai que 20 minutes pour ma question? Je peux vous dire que ça marche super bien et qu'en fait, vous pouvez organiser un examen à distance avec des élèves qui même sont connectés sur Internet et qui n'ont pas de temps à perdre et qui sont obligés de se focaliser sur les questions d'examen. Voilà, et donc l'examen est timé, hein, on fait des répétitions. Ils ont 20 minutes par question, 4 fois 20 minutes, 4 fois 2, 8, ça fait 1h20, et je leur laisse 20 minutes pour relire l'ensemble. Et au bout des 2 heures, il leur reste 5 minutes pour m'envoyer leur copie par mail, soit sous forme PDF, soit sous forme PowerPoint. Et je peux vous dire, parce que ça fait 2 ans que je le fais, en 10 minutes, moins de 10 minutes, je récupère mes 60 copies. Voilà. Et ça peut m'arriver qu'un élève a un problème pour envoyer une copie. Et là, en fait, en général, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie sa copie à un autre qui me l'envoie, parce que des fois, il y a des problèmes d'une boîte à l'autre. Et donc, on arrive toujours à régler ça. Voilà. Je termine en disant que ce soit en présentiel comme en distanciel, toutes les séances sont évaluées. Donc, mes élèves, à la fin d'un cours, donc, quand c'est la fin d'un cours en présentiel, ils ont une petite feuille de papier et ils doivent écrire 2 choses sur cette feuille. Ils doivent écrire, petit 1, quelle est la partie du cours que j'ai préférée et pourquoi? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Par exemple, ils vont dire, j'ai beaucoup aimé l'exercice des tableaux tournants parce que ça m'a permis de comprendre le mécanisme en équipe et qu'il y a un copain qui m'a aidé. Voilà. Puis après, l'explication du prof, elle a été complémentaire. Donc, il dit, voilà ce que j'ai aimé. Et puis, le numéro 2, c'est quelle est la partie du cours que j'ai détestée, que j'ai pas aimé du tout, ou alors qui m'a posé problème. Exemple, l'exercice du karaoké, ça fait 3 fois qu'on le fait, ça me lasse un peu, je supporte plus cet exercice. Ou alors, on n'a pas eu assez de temps sur telle phase, vous nous aviez dit 20 minutes et on n'a eu qu'un quart d'heure. Donc, ils peuvent très bien. Chaque étudiant obligatoirement doit trouver un point positif et un point négatif. Et ça, c'est super important. Autrement dit, quand j'ai 50 élèves qui sortent de ma classe, je récupère toujours 50 opinions positives et 50 opinions négatives. Donc, ça fait une centaine. Les opinions positives, eh bien, ça me satisfait. Je me dis, ben ça leur plaît, on va continuer, c'est des trucs qui marchent. Tandis que les opinions négatives, je les mets devant leurs contradictions ou leurs mécontentements et je leur dis, qu'est-ce que vous me proposez en échange? Autrement dit, les opinions négatives, elles vont servir à faire évoluer le cours. Et donc, ça permet que l'innovation pédagogique ne reste pas figée et qu'elle puisse s'améliorer d'un cours à l'autre. Donc, en présentiel, je le faisais avec des petites fiches que je récupérais.
je les rentrais sur des fichiers Word et je le renvoyais par mail. Donc, j'avais une saisie. Donc, moi, ça me prenait du temps. Ça me prenait 35 minutes par cours. Donc, j'ai qu'une classe. Évidemment, si vous avez 10 à 15 classes, c'est compliqué à faire. Par contre, en distanciel, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça prend du temps. Tandis qu'en distanciel, ça marche super bien. Parce qu'avec la plateforme Zoom, donc j'utilise Zoom, eh bien, les élèves font ces évaluations positives et négatives. D'ailleurs, cet exercice, je l'ai appelé la note, le 10 sur 20. Je pourrais vous l'envoyer, la méthode. Ça s'appelle la note 10 sur 20. C'est-à-dire que chaque élève doit évaluer la séance, il est obligé de mettre 10 sur 20. Donc, il va mettre un 20 sur 20 en haut et un 0 sur 20 en bas. Et donc, en distanciel, ça marche super bien parce qu'ils vont utiliser le chat. Et donc, ils ne peuvent pas quitter le cours à distance sans aller dans le chat. La discussion est marquée plus et moins. Donc, si par exemple Mathilde doit quitter le cours à la fin du cours, elle va écrire plus ce que j'ai aimé et moins. Et comme il y a leur nom dans le chat, je peux repérer les présents, les absents et ceux qui évaluent ou pas. Et ça, par contre, quand je vais passer en présentiel, parce que j'espère bien que l'année prochaine, on aura à nouveau des cours en présentiel, je vais mélanger ce qui a marché en distanciel avec ce qui marche depuis toujours en présentiel. Donc, pour résumer, ma classe renversée, depuis 6 ou 7 ans, elle a été complètement construite en présentiel. Ces deux dernières années, j'ai fait énormément de distanciel parce que je n'ai pas pu faire autrement. Et donc, à ce moment-là, j'ai créé des nouveaux exercices. J'en ai abandonné d'autres. Et l'année prochaine, ce que je compte faire l'année prochaine, c'est de passer ma classe en hybride, en hybridation complémentaire, c'est-à-dire que mes étudiants vont avoir des séquences présentielles et distancielles complémentaires et je vais utiliser ce dont je sais aujourd'hui que cela marche bien dans la classe ou que ça marche bien à distance. Voilà, et ça sera peut-être l'occasion, dans une prochaine présentation, peut-être dans une dizaine de mois, d'avoir un premier témoignage avec vous sur, je dirais, le positif ou le négatif de cette hybridation. Je vous inviterai, parce que là, j'ai laissé sur ma dernière diapo des liens, notamment il y a le lien sur mon blog. Et si vous allez sur mon blog, c'est la dernière ligne, eh bien, vous verrez tous les témoignages des étudiants. C'est-à-dire que vous verrez des vidéos, des dessins, mais vous pourrez je dirais, lire en détail les impressions positives et négatives de mes étudiants depuis déjà toutes ces années. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais suspendre l'enregistrement et je pense qu'on va pouvoir laisser le temps aux questions et aux débats. Donc, pour répondre à votre question en détail, les étudiants, ils ont un score qui change à chaque cours. Je n'affiche pas les scores. J'ai les scores sur un fichier Excel chez moi et à tout moment, quand ils le veulent, ils peuvent m'envoyer un mail. Donc c'est très court, ils m'envoient un mail en me disant quel est mon score s'il vous plaît et moi je leur réponds 45, 22. Par contre, ce que je leur donne, c'est l'histogramme. Donc je leur transmets chaque semaine, je leur transmets l'histogramme. Donc, s'ils me demandent leur score, ils peuvent repérer si leur score est parmi les plus faibles ou les plus élevés de la promo. Après, il n'y a rien qui les empêche d'échanger entre eux sur leur score. C'est comme ils veulent. Mais un étudiant qui veut juste connaître son score personnellement, il l'obtient. Et en fin de semestre, on transforme les scores en notes sur 20. Donc ça aussi, je n'ai pas eu le temps d'expliquer, mais je le fais avec eux. On travaille sur la moyenne ensemble et je travaille avec des nuages de points que je calque sur les histogrammes. Donc en fait, à la fin, chaque score est devenu une note sur 20. Ça, c'est pour le contrôle continu. Pour l'examen, ça reste un examen classique avec des copies à corriger. Sauf que mes copies, cette année, elles sont numériques. Enfin, numérisées, on va dire. Une deuxième question. Les outils, quels sont les outils que vous utilisez pour partager les travaux des élèves? Alors peut-être que ça veut dire aussi que les élèves puissent voir les travaux les uns des autres. J'imagine, oui. Peut-être que j'interprète la question. Oui. Donc, j'utilise Google Doc, documents partagés. Donc, les élèves chaque équipe a créé un compte, enfin, chaque équipe a partagé un document. Et donc, c'est un document collaboratif. Donc, avec les mails des autres élèves, eh bien, ils se connectent. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'une équipe remplit
Un chapitre, ça fait à peu près une dizaine de pages, entre 10 et 15 pages. À chaque fois qu'une équipe remplit son chapitre et le construit, les autres équipes ont une lecture directe. Et comme c'est compliqué, 15 chapitres, non, il y avait une quinzaine de chapitres, comme c'est compliqué, il y a un des élèves qui a regroupé, qui a eu l'idée l'année dernière, et on l'a récupéré cette année, il y a un des élèves qui a eu l'idée de regrouper sur une feuille Word les 15 liens, et donc c'est une feuille avec des liens hyperactifs, ce qui fait que chaque élève peut cliquer sur un lien avec une seule feuille, et en cliquant sur le lien, il rentre directement dans un des chapitres. S'il y a des moments du chapitre qu'il ne comprend pas, il peut surligner en jaune, ce qui fait qu'une équipe qui construit un chapitre, quand elle voit qu'il y a des parties de son chapitre qui sont surlignées en jaune, ça veut dire que ce n'est pas clair pour les autres équipes. Voilà, ça c'est pour les chapitres. Après, j'utilise Moodle, donc c'est un document, c'est une plateforme. Dans Moodle, ils ont un code d'accès, donc chez nous, ils ont un code d'accès. Et donc, ils peuvent poser des questions, voter. Je peux mettre les films que vous avez vus, les petites vidéos que j'enregistre, je les publie sur Moodle. Quand je crée un forum ou un sondage, je publie sur Moodle. Et là, ils utilisent la plateforme comme l'environnement numérique de travail. Voilà, en gros, j'utilise des outils très, très simples. Je n'utilise pas tous les outils de vote en ligne, WooClap, ces outils-là, je les utilise dans des ateliers, mais je ne les utilise pas en cours. Il y a une question qui porte, je crois que c'est sur je pense que c'est les tableaux tournants. Oui. C'est sur l'exercice des tableaux tournants. Chaque équipe a-t-elle la même question ou bien une question différente? C'est une très bonne question. En fait, tout est possible. Je peux partir sur la même question. Donc, si chaque équipe a la même question, eh bien, ils enrichissent les réponses à chaque rotation. Et quand c'est terminé, je me retrouve avec 10 tableaux ou 6 tableaux et je leur dis, écoutez, il reste 3-4 minutes, on va aller vers le tableau qui m'a l'air le plus complet et je fais des corrections et des compléments d'explication sur l'un des tableaux. Ça, c'est quand tout le monde a la même question. Mais j'ai des exercices aussi où je leur dis, par exemple, on va s'intéresser à 5 bactéries ou à 5 virus et chaque équipe a une bactérie ou un virus. Et là, on fait moins de rotation. Par contre, quand ils passent d'un tableau à l'autre, ils vont changer de micro-organisme. Donc, on peut aussi partir avec des questions différentes. Un troisième exemple, si je m'intéresse à un virus, je peux dire tableau numéro 1, la structure du virus. Tableau numéro 2, le mode de fonctionnement du virus. Tableau numéro 3, la pathologie. Tableau numéro 4, les tests de détection. Donc, je peux leur donner un sujet différent sur un angle différent sur un même sujet. Et ça, je peux le faire à distance aussi. Je peux le faire à distance. Aujourd'hui, les élèves sont capables de se transférer des PowerPoint ou des textes à distance. Donc ça marche à distance. C'est juste qu'il faut de bonnes connexions. Une question de Sylvie. Quel est le retour de vos étudiants sur votre approche pédagogique? Alors, je vais vous répondre de manière résumée, mais si vous voulez le détail, vous allez sur mon blog, vous allez voir tous les verbatims sont reportés. Le premier jour, avant de lancer l'innovation pédagogique, le premier jour, je leur explique la méthode, donc je passe une heure et demie avec eux et je leur explique la méthode. Je leur dis, voilà, la méthode pédagogique que je vous propose, c'est telle méthode. Et là, ils vont donner leur avis positif et leur avis négatif. Ils vont même voter d'ailleurs. Est-ce que vous avez envie de la suivre, cette méthode, ou est-ce que vous voulez un cours normal? Donc, vous allez sur mon blog et vous verrez, ça s'appelle la classe renversée, j'y vais ou j'y vais pas. Donc, vous lirez, ils ont envie d'y aller ou ils n'ont pas envie d'y aller. Et ensuite, à la fin de l'année, je fais une évaluation globale et je leur demande, voilà, le semestre est terminé, donnez-moi votre avis général. Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé, etc. Et là, tout est reporté. Donc, vous pourrez le lire dans le détail. Je vais vous donner quelques éléments. Les bons élèves, entre guillemets, parce qu'ils sont tous bons, les élèves, mais les élèves qui ont de bonnes notes, eux, n'aiment pas l'innovation pédagogique. Ils ne l'aiment pas au début et ils ne l'aiment toujours pas à la fin. Donc, il y a toujours des élèves qui vous diront à la fin du semestre, j'aurais préféré avoir un cours normal. Donc, clairement, j'ai un problème avec 20% de mes élèves. Mais ces 20% d'élèves, je dis, j'ai un problème avec eux, ils n'aiment pas l'innovation pédagogique, mais comme ce sont de bons élèves, eh bien, ils sont hyper actifs dans les groupes et ils contribuent au travail du groupe. Donc, j'ai un problème avec eux, mais ils peuvent mobiliser toutes leurs compétences au travail du groupe. Alors qu'avant,
quand je faisais un cours magistral classique, le cours du prof au tableau, j'avais toujours un problème avec 20% d'élèves. Mais ces 20% d'élèves, c'est ceux qui étaient décrochés, qui ne comprenaient plus rien et qui en avaient marre du cours. Et donc ceux-là, impossible de les remettre dans des travaux de groupe ou de les récupérer. Donc, quelle que soit votre méthode pédagogique, vous aurez toujours un problème avec 20 à 25% de vos élèves. Le tout est de savoir, est-ce que les élèves qui n'aiment pas votre pédagogie, qui n'aiment pas bien votre matière ou qui ont des difficultés, est-ce que vous préférez que ce soit des décrocheurs ou est-ce que vous préférez que ce soit des gens un peu plus frustrés de la méthode, mais que vous pouvez ramener à un travail? Et moi, maintenant, je préfère quand même la deuxième solution. Donc, il y a aussi quelque chose d'intéressant pour répondre à votre question. Les élèves sont binaires. Hein. C'est-à-dire que quand je récupère ma note 10 sur 20, le même élève, et ça c'est étonnant, mais vous le lirez, hein, le même élève, à la fin d'un cours de 2 heures, le même élève, il va écrire 20 sur 20. J'ai adoré les tableaux tournants parce qu'on a travaillé en équipe et le travail d'équipe permet de ça. Et en dessous, 0 sur 20, le même élève va écrire je préfère quand même le cours magistral avec mes petites fiches où je révise chez moi personnellement. Donc ça veut dire qu'un élève, il peut aussi lui-même avoir des envies d'innovation ou pas innovation. Il ne faut pas les mettre dans des cases, ils aiment ou ils n'aiment pas la méthode. Ça peut être très différent d'un exercice à l'autre. Une question de Laurent. Je pense que vous avez répondu à la deuxième partie de la question sur que disent les étudiants qui peuvent comparer de vos méthodes pédagogiques. Par contre, une question sur la relation avec vos collègues hein, qui Ah, utilisent des méthodes pédagogiques plus ordinaires. bah, au début, j'avais fait un peu ma. Alors, après, dans mon établissement, on est une vingtaine de profs à faire ça, Enfin, c'est pas tous de la classe renversée, mais on est au moins une vingtaine à innover en pédagogie, à faire des classes inversées, renversées, du gaming, des apprentissages par problème. On travaille sur de la scénarisation, des cartes mentales. On a plein de méthodes différentes. Donc maintenant, ça passe beaucoup mieux parce que on compare nos méthodes et les étudiants, ben, ils passent d'une méthode à l'autre. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas qu'une seule façon d'apprendre. Par contre, au début, effectivement, ça posait des problèmes. Parce que moi, j'avais un prof, par exemple, il enseignait de manière classique, et puis il pose une question, il se retourne devant toute la classe et il leur dit est-ce que vous avez une question à poser? Puis personne posait de question. Alors d'un seul coup, il y a un élève qui lève le doigt et qui pose une question, presque pour faire plaisir au prof, hein, parce qu'il n'y a pas de question. Et sa question, elle n'était pas terrible. Et le prof lui répond écoutez, moi j'ai demandé une question sérieuse. Ça, cette question-là, c'est que tu n'as rien compris au cours. Et ça a vexé l'élève qui a dit écoutez, moi j'ai posé une question avec Monsieur Caillet. Quand je pose une question, même débile, entre guillemets, j'ai des points. Donc, je n'ai pas fait ça pour avoir des points. Et donc, le prof m'a dit je ne comprends pas, tu mets des points à des élèves qui posent des questions stupides. Et je dis mais il n'y a pas de questions stupides. Et en plus, l'élève qui ose poser la question, c'est la même question que se posent plein d'autres élèves qui n'osent pas lever le doigt. Donc, si tu veux contribuer à la compréhension globale de ta classe, c'est pour ça que j'avais dit parfois, ma classe n'est pas un champ de carottes où tous les élèves sont alignés et plantés pareil. Et je préfère l'image de la permaculture, où il y a des élèves bons, moyens, motivés, pas motivés, en forme, pas en forme, et comment on peut les faire travailler ensemble. Et comme j'alterne des séquences d'innovation avec des séquences classiques, bah même quand je fais un cours de 2 heures, il y a toujours des blocs de 15 minutes ou de 20 minutes à des moments donnés qui sont du cours classique. Donc là, les élèves, ça leur plaît bien. Donc, effectivement, c'est une bonne question parce que si vous innovez, il faut en parler aux collègues et il faut que ça soit complémentaire. Et les profs qui n'innovent pas, donc si vous avez des collègues qui ne veulent pas innover du tout, eh ben, ce qu'ils transmettent aux élèves, c'est utile aussi. Et donc, c'est un élève comme ça, il peut être dans un travail interactif avec un prof et plus transmissif avec un autre. Je vais continuer à répondre à vos questions, mais si ça vous intéresse aussi, parce que ça me passe l'esprit, il y a une discussion, donc un forum. Si vous laissez votre adresse mail, si vous me laissez juste votre adresse mail dans le forum, je récupérerai toutes ces adresses mail et je vous enverrai des liens, des films, des vidéos, des choses que vous pourrez retravailler chez vous si vous voulez, parce que je n'ai pas le temps de rentrer en détail. Donc, libre à vous de me laisser votre mail ou pas.
Une question de Sylvie. Qu'est-ce qui a déclenché chez vous cette envie d'innover? Ah, mais en fait, j'ai toujours innové un petit peu, hein, c'est-à-dire que même quand je faisais, des fois je dis quand j'étais un prof normal, avant, quand j'étais un prof normal, ça m'arrivait d'arrêter mon… Donc je faisais des cours magistraux, hein, 1 heure, 2 heures de cours, et ça m'arrivait d'arrêter mon cours 10 minutes ou 5 minutes pour essayer de les mettre en action, posez-moi des questions. Donc j'inventais des petits exercices à droite, à gauche, mais ce n'était pas vraiment une innovation pédagogique, c'était des petites innovations qui duraient 5 minutes, pas plus, dans un cours. Et il y a de cela à peu près une douzaine d'années, 10 ans, avec beaucoup de collègues à l'université, on s'est intéressé aux méthodes de design thinking, des méthodes de travail collaboratif, ce qu'on appelle du co-design, des méthodes qui ne sont pas utilisées par les scientifiques et à l'université, des méthodes qui sont utilisées par des designers, des architectes. Et donc, ces méthodes-là, on les a utilisées au départ avec des entreprises et pas avec des élèves. Donc, on a fait des séances d'ateliers interactifs avec des temps de divergence et de convergence. On a monté des ateliers collaboratifs avec des entreprises et des adultes. Et on s'est rendu compte que ça produisait de manière impressionnante. Et donc moi, par exemple, il y a 7-8 ans, j'organisais un atelier collaboratif le matin, puis l'après-midi, j'allais en cours. Puis je me disais quand même, pourquoi je ne ferais pas ça aussi avec les élèves? Et donc, j'ai réfléchi pendant mes vacances, au mois de juillet-août, enfin en tout cas au mois d'août, et je me suis dit comment rendre plus collaboratif mon cours de génétique moléculaire, qui est un cours 100% transmissif. Parce que des fois, il y a des enseignants qui me disent « Mais ce que tu fais, on le fait tous, hein, ça s'appelle des travaux dirigés, des exercices, des travaux pratiques. Sauf que moi, je le fais dans le cours magistral, et ce n'est pas pareil. » Et quand vous interrogez les profs, souvent, ils ne veulent pas toucher au cours magistral parce que pour eux, il n'y a qu'une seule façon, enfin quand je dis pour eux, pour une majorité de profs, hein, mais pour une majorité d'enseignants, il n'y a qu'une seule façon de transmettre la connaissance. Par contre, les travaux pratiques, les TD, les stages, tous ces exercices-là, ça sert à complémenter le cours. Mais moi, je pense qu'on peut aussi aller plus loin et faire que son cours magistral soit interactif et pas uniquement transmissif. Et c'est la même chose pour l'hybridation. Il y a une grande majorité de profs qui disent comment je peux faire à distance le cours que je fais en classe. Et ça, c'est la mauvaise question. Parce que si tu veux faire à distance le cours que tu fais en classe, eh bien, il sera dégradé, mauvaise qualité, même les bons élèves, ils vont finir par être lassés, et en même temps, je dirais, tu pourras pas continuer, parce que la gestion du temps, elle va faire que tu vas les perdre. Et donc, il faut faire des choses différentes et complémentaires. Je pense qu'il n'y a plus de questions. Je vois défiler Ah oui, pardon, j'ai mis un peu le bins des dans adresses mail, hein. avec Je mes vérifie, mails, je n'ai pas raté de questions. avec les mails. Ouais, ouais. Mais vous Mais avez peut-être des c'est questions, pas Yann, grave. Charlotte et… Moi, j'avais une question bête. C'est comment vous Ah, ça faites pour… n'existe pas. Je viens de le dire, ça n'existe pas les questions Je bêtes. sais, je vous testais. Ouais. Comment vous faites pour corriger vous avez dit tout à l'heure que vos étudiants vous envoyaient des Ouais. travaux en PDF, hein, mais comment vous faites pour corriger un Alors, travail en PDF? alors, je ne l'ai pas dit, mais ça peut vous intéresser. Le copier-coller, parce qu'ils sont connectés, mes élèves. Alors, je vais le dire avec deux parties. Première partie, quand ils construisent le cours, le copier-coller est permis. Donc, je leur permets le copier-coller quand ils construisent le cours. Mais la condition, c'est la suivante. Ça doit être des copier-coller de petite taille, c'est-à-dire juste une phrase ou deux, et tout le monde doit comprendre la phrase. Donc, si vous faites des copier-coller qui font un paragraphe complet et que tous les autres surlignent en jaune, bah, vous avez perdu votre temps, on l'efface. Donc le copier-coller, quand vous avez compris des petites séquences, des petites explications, eh bien on le partage, ça ne sert à rien de réécrire le cours moins bien. Ça, c'est pour le cours. Et pour l'examen, pour éviter qu'ils fassent du copier-coller à l'examen, je leur impose le format. Par exemple, un PowerPoint, je leur dis, c'est ce que j'ai fait cette année. Vous avez vu les questions que j'ai projetées, par exemple la question 24 ou la question 12. Ils doivent répondre à cette question avec 2 diapos. Donc 2 diapos, pas une, pas 3, 2 diapos. Dans chaque diapo, il doit y avoir un schéma à noter. Dans chaque diapo, il doit y avoir une définition d'un terme majeur. Et dans chaque diapo, je ne sais plus quel autre. Donc je leur donne une contrainte. Et donc ça veut dire qu'ils ne peuvent pas faire du copier-coller. Parce que s'ils font du copier-coller, peut-être que leur réponse elle est bonne à 100%, mais je ne la corrige pas. Je corrige le format. Donc, s'ils vont sur leur document de cours
S'ils vont sur un site internet, ils ont 20 minutes, hein, ils ont 20 minutes, donc ils ont intérêt à bien préparer leur cours. Hein. Mais un élève qui n'a pas préparé son cours, il n'a pas le temps de faire ça, même en faisant du copier-coller. Par contre, un élève qui a bien préparé son cours, qui l'a lu, qui sait où aller chercher de l'info, il récupère l'info hyper rapide en 5 minutes, 5-10 minutes, et il a 10 minutes pour bien construire le PowerPoint avec le format que je lui donne. Et à la fin, je vous ai dit, hein, l'examen dure 2 heures, à la fin, il a 35 minutes pour repeaufiner. Donc, c'est super important. Ce qui me permet, moi, quand je corrige les PowerPoint, ben, je corrige question par question. Et puis, j'ai donc 64 fois 2 diapos. Donc, j'ai un barème. Mon barème, c'est par exemple 2 points pour le schéma, 1 point pour la définition, 1 point pour l'explication. Moi, j'ai un barème. Et quand je corrige 64 PowerPoint, ça me prend à peu près le même temps que quand je corrige 64 copies. À peu près. Un petit peu moins même. D'ailleurs, ça peut intéresser certains d'entre vous. Et moi, j'ai des collègues profs qui ne veulent pas innover du tout, du tout, du tout. Ils ne changeront jamais leur méthode. Par contre, ils en ont marre de corriger des copies chez eux. Corriger des copies le soir, le week-end. Et donc, on a inventé des méthodes en innovation pédagogique pour réduire le temps de correction des copies tout en gardant la même efficacité. Et donc, par exemple, j'ai un collègue qui a créé des copies sur carte mentale en grand format. Et donc, il fait produire ses élèves, composer ses élèves par équipe de 5. Et il y a des codes couleurs qui permettent d'individualiser les élèves. Donc, lui, il enseigne l'économie. Et par exemple, si le jour de l'examen, la question c'est quelles sont les conséquences du Brexit en Grande-Bretagne, eh bien, il y a des flèches qui partent, conséquences économiques, conséquences sociales, conséquences politiques, conséquences ce qu'on veut. Et les élèves font une arborescence et ils ont des codes couleurs. Et donc, le prof, au lieu de corriger 50 copies, le soir ou le week-end, il n'a plus que 10 cartes mentales. 10 cartes mentales qu'il étale sur une grande table et il va corriger question par question, code couleur par code couleur. Et il m'a dit qu'il avait réduit, enfin il observe, il réduit son temps de correction par 4 à 5. C'est-à-dire qu'au lieu de 5 heures, il le réduit à 1 heure, 1 heure et demie. Et la qualité de la composition, c'est la même qu'une copie normale. Et d'ailleurs, ce même prof, le jour de l'examen, il corrige des copies classiques. Et quand il regarde les correspondances entre les copies classiques ou les cartes mentales, il voit très peu de différence. Sauf que la différence, c'est chez lui, il a le temps de faire du bricolage, de tourner sa pelouse et de faire du jardinage parce qu'il n'est pas en train de se corriger 15 heures de copie. Et donc, on peut innover aussi dans la façon d'évaluer ses élèves. Et moi, j'ai remarqué que tous les profs qui commencent à innover dans la façon d'évaluer, eh bien, ils vont être obligés d'innover aussi dans la façon de faire cours. Parce que les élèves, ils se disent, mais comment vous nous notez à la fin? Parce que les élèves, ce qui les intéresse, c'est la note à la fin. Ça, c'est important. Hein, c'est important. Enfin, vous le savez, hein, parce que vous êtes dans l'enseignement. Mais quand on parle de l'évaluation, c'est super important de se dire qu'on ne parle pas de la même chose. Pour le prof, l'évaluation, c'est un moyen de vérification. Pour l'élève, ce n'est pas ça du tout. Hein. Pour l'élève, l'évaluation, c'est le but. Il veut un 15 sur 20 ou un 20 sur 20, c'est le but. Pour les parents, c'est un contrôle. Les parents, ils veulent vérifier que l'élève il travaille bien et que le prof lui met une bonne note. Et pour l'établissement, c'est encore autre chose. Pour le lycée, le collège, c'est la note, la moyenne générale, le pourcentage de réussite aux examens, etc. Donc, on est en train de parler d'évaluation. Est-ce que je peux innover dans l'évaluation? Évaluation à distance ou évaluation en présentiel? Mais l'élève, le prof, les parents et l'établissement, on a quatre visions différentes de l'évaluation. Et donc, c'est compliqué de partir sur les mêmes types d'innovation. J'ai l'impression qu'on n'a plus de questions, à moins que quelqu'un souhaite poser une dernière question. Quelqu'un peut me poser une question aussi à l'oral. Hein, je ne sais pas, comme on est une quarantaine, ça pose pas de problème. Si c'est plus facile de poser la question avec le micro que par écrit. Si ça vous intéresse aussi, puisque je vois qu'il y a un des intervenants à qui ça a donné l'idée de
peut-être de s'inspirer ou faire des exercices. Moi, j'ai le détail de ces exercices, donc j'ai publié des choses, soit sur Internet, soit dans des ouvrages. Vous pouvez lire ces exercices, les adapter à votre mode, et puis on peut faire des comparaisons par mail. Moi, je suis accessible très facilement. On construit aussi des ateliers, on fait aussi des ateliers. Si vous voulez organiser dans vos établissements des ateliers, nous on organise des ateliers dans toute la France, Bretagne comprise. Et puisque d'ailleurs, je pense que c'est un des endroits où j'étais le plus, notamment à Rennes. Et donc, pourquoi pas, où on peut aussi organiser des ateliers en distanciel. Ça, si c'est compliqué. Donc, partage d'expériences avec grand plaisir. Et si vous avez des ouvrages, est-ce qu'on peut adapter l'exercice selon les classes? Ce que je peux vous dire, c'est qu'on peut adapter tous mes exercices selon les classes, selon les matières, selon les niveaux. Par exemple, moi j'enseigne la génétique moléculaire en L3, en troisième année de licence. Et il y a 2 jours, et je l'ai mis sur mes blogs, vous pourrez aller voir sur LinkedIn entre autres, il y a 2 jours, j'ai vu un établissement professionnel qui forme des femmes de ménage, donc des personnels de nettoyage, je ne sais plus comment ils appellent ça, hygiène, propreté. Et comme ces élèves étaient très peu motivés, après je peux les comprendre, eh bien la prof, elle s'est fait aider d'une conseillère pédagogique qui avait écouté un de mes TEDx et qui avait dit, il y a un monsieur Caillé là qui fait de la classe renversée, après tout comme tes élèves, enfin bref. Et elle le raconte dans une interview, vous allez le voir sur le net. Et donc elle a testé la méthode qui n'est pas du tout la même que la mienne, mais elle s'est inspirée de ma méthode. Et aujourd'hui, elle publie un témoignage de ses élèves qui ont co-construit des exercices, et il y a des apprenants en nettoyage qui ont même construit un petit jeu vidéo avec des systèmes vidéo, alors que ces filles-là, il y avait plus de filles que de garçons, ne connaissaient pas l'informatique. Et ça leur a donné l'idée de le faire, elles se sont faites aider. Donc ça veut dire que faire du collaboratif, faire travailler les élèves ensemble, eh bien tout ça, c'est adaptable, quels que soient les niveaux, quelles que soient les matières, quels que soient les élèves. Il n'y a rien qui doit être copié-collé. C'est l'innovation pédagogique, ça doit être de l'inspiration. Ça doit pas être de l'injonction ou du modèle ou des exercices à copier-coller. Donc effectivement, moi, si vous avez envie de faire des expériences, si vous voulez tenter des choses, vous me contactez par mail. Si vous avez des petits protocoles que vous voulez écrire, pourquoi pas. Si vous voulez discuter avec des collègues, parce que je ne suis pas tout seul. Moi, je vous dis, on a une équipe, on est une vingtaine de profs à faire ça. Je peux vous mettre aussi en relation avec mes collègues qui sont dans des matières, pourquoi pas plus proches que la vôtre. Encore qu'en général, franchement, si vous voulez innover dans votre matière, ce n'est pas tellement bon d'aller voir des profs qui font la même matière que vous. Donc les profs de maths ou les profs d'histoire géo entre eux, c'est plus difficile de s'inspirer. Ils peuvent s'inspirer, mais ça ne va pas bien loin. Tandis qu'un prof d'anglais qui s'inspire d'un prof de sport, un prof de maths qui s'inspire d'un prof de philo, ça donne des choses incroyables. Moi, j'ai utilisé des méthodes de prof d'anglais pour des cours de génétique. J'ai utilisé, par exemple, des textes lacunaires où les élèves devaient trouver les auxiliaires, les verbes, les conjugaisons. J'ai utilisé ça en remplaçant les verbes et les auxiliaires par des formules biochimiques et par des définitions d'enzymes. Et ça a super bien marché. Et quand on m'a dit, mais tu as trouvé où cette méthode? J'ai dit, un prof d'anglais. Comment un prof d'anglais il peut inspirer un prof de génétique? Il suffit de regarder les pratiques de vos collègues et ça va vous donner des idées dans vos matières. J'ai un autre collègue, il enseigne la littérature, le français et la littérature. Il est venu dans ma classe, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais ma classe, elle est ouverte, les portes sont ouvertes, il y a des gens qui rentrent, qui sortent. Et donc ce prof de français, il est venu dans ma classe et il a suivi un cours de 3 heures de génétique. Il a pris plein de notes. Et puis, il m'a dit au bout de 2 mois, ça m'a inspiré ton truc. Et l'année suivante, il a monté toute sa classe en renversant sa classe, mais avec des exercices et des méthodes complètement différentes de la mienne. Le seul point commun, c'est que ses élèves construisent le cours. Et c'était top, franchement. Moi, j'étais voir dans sa classe, il m'a donné des idées auxquelles je n'avais pas pensé. Ça veut dire que c'est une inspiration perpétuelle. Vous êtes en mouvement perpétuel, c'est vivant, quoi. On n'est plus dans la réplication, l'automatisme. Alors après, c'est facile de dire ça parce que moi, j'ai 1 ou 2 classes. Ma femme est prof d'anglais dans un lycée, elle a 10 classes ou 11 classes. Quand on fait 18 heures de face à face et qu'on a 10 classes à suivre,
ben, peut-être qu'il faut doser l'innovation différemment. Ça, et là, peut-être que le numérique, moi, je pense que l'hybridation, enfin, je ne le fais pas ça personnellement, mais je pense que l'hybridation présentielle-distancielle, si elle est faite intelligemment, elle va beaucoup plus aider les profs qui ont beaucoup de classes, parce qu'ils vont pouvoir faire des choses à distance différentes et gagner du temps en classe. Et ça, c'est vraiment intéressant de se dire qu'il y a des choses à faire. Et si vous êtes dans l'enseignement privé, parce que moi, je travaille beaucoup avec l'enseignement privé et public, et si vous avez des problématiques un peu plus importantes que d'autres à remplir vos classes, avoir des élèves parce que les modèles économiques sont différents, eh ben, il faut qu'un établissement il se différencie des autres. Et très clairement, demain matin, tous les établissements qui resteront sur du transmissif et présentiel, ben, ils vont décliner d'un point de vue attractivité par rapport aux établissements qui proposeront de l'hybridation. Ceux qui déclineront aussi, c'est ceux qui proposeront 100% d'innovation ou 100% de distanciel. Ça, c'est pas facile. Hein. Parce que 100% d'innovation distancielle, il faut commencer à faire des Montessori, Freinet, c'est compliqué. Mais si vous faites de l'hybridation, si les établissements proposent de l'hybridation, c'est une des meilleures façons de se différencier dans un futur proche. On a débordé un peu du thème, mais on est resté un peu collé sur le thème, j'espère. Oui, je pense qu'on va peut-être pouvoir clore cette 7h30. Philippe, hein. Philippe Gerbel qui est censé clôturer Je l'ai peut-être. cette séance. Hein. Juste avant, Yann, je vois Oui. que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui lève la main, mais je vois pas. Ah oui, Mohamed, je pense, c'est ça. Oui, voilà. Tout d'abord, je tiens à remercier Jean-Charles. Vraiment, c'était intéressant. Par la présente, je remercie infiniment Philippe Gerbel et le groupe RENASUP. Vraiment, c'est intéressant. Moi, je trouve que moi, en tant que prof de prépa, on n'a pas beaucoup de temps vraiment de se rencontrer, de mutualiser un petit peu nos expériences. Et je me rends compte que l'innovation pédagogique aujourd'hui, c'est une nécessité, en particulier face à une génération qui est qui zappe vite, qui a tendance à zapper. Parce que moi, je vis ça tous les jours avec mes étudiants en classe prépa, prépa sur les grandes écoles de commerce. La difficulté qu'on a, c'est que le temps nous est compté, on est très pris par le temps et que on n'a pas vraiment assez on va dire, de manœuvres pour qu'on puisse mutualiser et faire un petit peu toutes ces innovations. Et ça n'empêche pas on fait une partie, c'est-à-dire on profite un peu de sciences de colle, des interrogations orales, où on reçoit à peu près 3 élèves par heure sur des tableaux différents, qu'on leur donne des exercices. Moi, je fais les mathématiques, des exercices, et au fur et à mesure, on mutualise, c'est-à-dire je peux demander à un des 3 élèves d'intervenir dans la difficulté, pendant le moment de difficulté de l'un de leurs camarades pour qu'ils puissent trouver une solution commune. Et c'est vrai que je pense qu'il y a toujours moyen d'adapter le système prépa qui reste quand même particulier vis-à-vis d'abord les moyens matériels et le moyen aussi du temps. En matière du temps, c'est un peu compliqué parce qu'on a une échéance, surtout en deuxième année, on a tant d'heures et on n'a pas le droit de déborder. Mais ça n'empêche pas aussi de le dire que peut-être qu'il y a moyen d'évoluer vers une manière plus efficace. Mais Mohamed, moi je vous remercie pour cette intervention parce qu'il y a 2 choses hyper importantes qu'il faut avoir en tête, et vous le savez. Premièrement, on forme des jeunes qui vont travailler en entreprise, institution, tout ce que vous imaginez, de manière collaborative et qui vont produire de la connaissance, parce que le monde du travail en entreprise et autres produit de la connaissance. Donc, dans leur métier plus tard, ils vont participer à de la production de connaissances. Donc, c'est important qu'ils voient ça pendant leurs études. Ça, c'est de manière générale. Mais pour les prépas, c'est vital. Parce que, je vous dis, moi, j'enseigne en école d'ingénieur depuis 30 ans. Eh bien, on en voit des surprises, hein, des élèves qui excellent en prépa, parce qu'ils savent très bien bosser individuellement. Et quand ils arrivent en première année de cycle, c'est la catastrophe, parce que d'un seul coup, ils découvrent qu'on doit travailler ensemble avec des gens qui ont des profils différents, que le prof, il ne demande pas une réponse, mais qu'il y a plusieurs réponses possibles, et qu'il n'a pas forcément la réponse. Et là, d'un seul coup, il passe d'un monde à un autre. Et je trouve un peu ridicule de sélectionner
à mort des élèves sur une compétence pour que 2 ans après, ils se retrouvent avec un break. Alors, ce n'est pas vrai pour toutes les prépas, hein, parce qu'il y a des prépas plus ou moins intégrés et autres. Mais il y a beaucoup de prépas d'excellence qui forment des gens. Et moi, en 30 ans, les élèves avec lesquels j'ai eu le plus d'échecs, ça a toujours été des majors de promo. Toujours, parce qu'ils sont déconnectés. Et leur but dans la vie, c'est d'apprendre, de comprendre, d'apprendre et de comprendre. Et ils veulent devenir prof après. Parce qu'ils pensent qu'être prof, c'est juste de dire j'ai compris, donc tu vas comprendre. Et ça donne de très mauvais profs, hein, parce qu'ils n'ont aucune pédagogie. Et ils disent, monsieur, moi je veux être prof de maths parce que j'aime les maths. Ben, je suis désolé, hein, si tu veux être prof de maths, il faut aimer les gens et avoir envie de leur donner le goût des maths. Et ce n'est pas pareil. Donc votre remarque, elle est pertinente. Eh bien, merci, Monsieur Caillès, pour cette initiation que vous nous faites à des méthodes innovantes, donc pour cette heure et demie passée ensemble. Je pense que ça va donner aux uns et aux autres des idées pour pouvoir éventuellement consulter les documents que vous avez mis à disposition par le biais de votre blog, ou bien pour d'autres, certains d'entre nous qui voudront poursuivre la réflexion. Donc, on essaiera toujours dans le cadre de ces demi-journées ou de ces quelques instants RENASUP, de poursuivre ces actions où on essaie de rassembler à un moment donné les professeurs, les responsables de l'enseignement supérieur pour pouvoir réfléchir à l'évolution d'un enseignement supérieur qui soit toujours le plus adapté possible à nos étudiants. Merci. Merci à vous.